Issue de la campagne pour la démocratie en RDC est déposée ce 13 septembre au Parlement. Plus de détails dans cette édition. Antena, le journal, Sylvie Fortuné-Mboul. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du week-end. Le Front populaire contre la révision constitutionnelle signe et persiste qu'aucun article de la loi fondamentale de la République démocratique du Congo ne peut être révisé. Cette déclaration a été faite au cours d'un meeting qui qualifie des vérités tenues ce samedi 13 septembre 2014 au terrain GD dans la commune de Lemba. Plusieurs enjeux de l'heure ont été abordés, notamment la mise en œuvre du gouvernement de cohésion nationale. Les détails dans ce reportage de Sylvain Kapombo Mbosengele. C'est un pari gagné pour le Front populaire contre la révision constitutionnelle. En effet, des militants de différents partis politiques, membres de cette plateforme, ont répondu massivement à l'appel. Banderoles à la main, sur lesquelles on pouvait lire divers messages, cette population venue de différentes communes a suivi avec une attention soutenue les allocutions des dirigeants de cette frange de l'opposition. Gabriel Mokia, Moïse Monidela et Jean-Pierre Lissanga Bonganga, tous ont délié leur langue pour dire non à la révision de la loi fondamentale de la RDC. Les Quinois pensent qu'il n'y a pas d'opportunité à l'heure actuelle à ce qu'on puisse toucher à des savants, tout comme à ce qu'on puisse changer la Constitution. Nous constatons avec amertume que la révision ou le changement de la Constitution, ce n'est pas pour les réformes sur le plan social ou économique, ce n'est même pas pour renforcer ou consolider la démocratie, mais toutes ces réformes-là, c'est pour qu'un groupe puisse se maintenir au pouvoir. Que demande alors le Front populaire? Est-ce un boycott? Nous demandons à ce que nous puissions nous retrouver dans ce que nous appelons un dialogue franc et inclusif, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba, l'accord qui a été signé par le président Kabila au nom du peuple congolais, et nous préférons que cet accord soit appliqué. Aussi, le Front populaire ne fera pas partie du gouvernement de cohésion nationale. Et pour cause, nous avons remarqué que depuis un certain temps, les ténors de la majorité présidentielle, c'est-à-dire de son camp politique, ont lancé le débat sur la révision, voire le changement de la Constitution, marchant en définitive sur une des recommandations pertinentes des concertations nationales. Cela veut dire que, en définitive, la majorité présidentielle a renié les concertations nationales, a craché sur les concertations nationales. Le déroulement de ces meetings a été un grand succès, grâce notamment à l'encadrement et la sécurité assurés par des éléments de la police nationale congolaise. Et puis le militant et sympathisant de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, se disent mécontents du verdict rendu par la Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle à l'encontre de Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC. Ils ont organisé ce samedi une marche devant la société Pharmakina et Chiriri, à travers laquelle ils sollicitent la libération de cet élu du peuple. Mitima de la chance entre correspondants à Bukavu a été joint par Lucie Mahamba. Un groupe de jeunes identifiés comme des militants et sympathisants du parti de l'opposition Union pour la Nation congolaise, UNC Sud Kivu de Vital Kamerhe, sont descendus dans la rue ce samedi 13 septembre. Ils revendiquaient la libération immédiate de leur secrétaire général Jean-Bertrand Ewanga, condamné récemment à Kinshasa à 12 mois de prison ferme. Ces jeunes ont brûlé des pneus sur la chaussée et distribué des insignes de l'UNC et des tracts portant mention Libéré Ewanga. Quelques jeunes militants exigeaient même aux conducteurs de véhicules bloqués sur les lieux d'afficher leurs réclamations sur les vitres de leurs engins en signe de compassion. Informé de la situation, le bourgmestre de la commune de Bagira, Antoine Bichokansinagnofi, et quelques-uns de ses cadres de base sont arrivés. Voilà, veuillez donc nous excuser pour ces petits désagréments de son. Nous allons à autre chose. Le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Raymond Tshibanda, a présidé hier vendredi à Lusaka, en Zambie, la première réunion du Conseil de ministres du COMESA. C'est un reportage de Patricia Amouli et Patrick Borel Moukedi.
7 mois après la tenue en RDC du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, le numéro 1 de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, a présidé vendredi 12 septembre à Lusaka, capitale zambienne, la première réunion du bureau du Conseil des ministres. Ceci notamment dans le but d'examiner l'évolution du processus de la mise en œuvre de décisions du sommet de Kinshasa et de l'effectivité de l'union douanière dans la région du COMESA. Le secrétaire général du COMESA, Sundiso Ngwenya, en a profité pour présenter au bureau du Conseil les rapports d'activité sur la mise en œuvre de programmes d'intégration régionale qui ont permis au président du Conseil des ministres, Raymond Tshibanda, d'évaluer l'évolution de la situation. Cela à travers l'examen de plusieurs questions, notamment l'obstacle non tarifaire entre le pays qui forme le COMESA. La particularité de cette première réunion de 24 heures du bureau du COMESA a été aussi marquée par la signature d'un accord de financement du programme de lutte contre la piraterie maritime évalué à plus de 5,4 millions d'euros entre les COMESA, représentés par Gilles Herviot de l'Union européenne. De retour à Kinshasa pour vous dire que les organisations de la société civile engagées dans la campagne pour la démocratie en République démocratique du Congo ont déposé ce 13 septembre 2014 au Parlement leurs recommandations à l'intention de présidents de 2 chambres. Elles appellent des personnalités à décourager toute nouvelle tentative tendant à rechercher la révision ou le changement de la Constitution. Elles l'ont communiqué à la presse ce samedi au siège de l'ONG La Voix de Sans Voix. Le commentaire est de Polydor Gaziami. Après avoir transmis ce samedi 13 septembre le résumé de leurs recommandations en rapport avec le projet du gouvernement de réviser la Constitution, 650 ONG de la RDC ont remis le même document à la presse. Au cours de la conférence de presse animée à ce sujet au siège de l'ONG des défenses des droits de l'homme VSV, les représentants des dites organisations ont fait savoir qu'à travers ces recommandations, elles ont invité en substance les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale à répercuter au cours de la session parlementaire de septembre le bien fondé de déconsidérer et décourager toute nouvelle initiative de révision ou de changement de constitution. Pour ces ONG, en effet, ont fait savoir leurs représentants à la presse l'expérience de la révision express de la Constitution intervenue en 2011 a laissé des séquelles que les Congolais gèrent jusqu'à ce jour. Cette constitution avait en effet supprimé l'élection présidentielle en 2 tours et les parquets du pouvoir judiciaire en RDC, accordant au président de la République des pouvoirs additionnels, dont celui de dissoudre une assemblée provinciale et de relever un gouverneur de province de ses fonctions. Ces organisations regroupées dans le cadre de la campagne pour la démocratie en RDC émettent donc leurs réserves quant à la réédition de cette expérience qu'elles qualifient de malheureuse. Elles s'inscrivent plutôt dans la logique de la consolidation de la démocratie et d'un état de droit, gage de la paix et du développement économique et social. À la Commission électorale nationale indépendante, 705 mandataires des partis politiques sont toujours en formation à Sultani Hotel au sujet du cadre légal et texte réglementaire des élections en République démocratique du Congo. Les experts suffisamment rodés en matière électorale exposent les uns après les autres et avec les exemples à l'appui, les Congolais présents à ces assises ont décidé d'améliorer ensemble le processus électoral en cours. Eric Izami, David Tembeni. Le cadre légal et texte réglementaire des élections en RDC est en partage à Sultani Hotel entre la Commission électorale nationale indépendante et particulièrement le parti politique représenté par 705 mandataires venus de tous bords. Et Malou Malou, contesté hier, a convaincu. C'est un exposé magistral. Je dirais que, après l'avoir suivi de bout en bout, qu'il est franchement parmi des experts, de grands experts électoraux de ce pays. J'espère vraiment, par rapport à la manière dont il maîtrise cette matière, j'espère qu'il aura la possibilité et surtout les moyens d'organiser des élections véritablement crédibles, démocratiques et apaisées. L'exposé de Malou Malou a éclairé les mandataires qui ont pris la décision de relayer les connaissances acquises. Je pense qu'à travers ce qu'il nous a donné, ça permet quand même aux mandataires des partis politiques d'accroître leur capacité d'intervenir sur terrain. Et nous allons saisir aussi de cette opportunité pour informer nos bases, informer nos électeurs, surtout nos témoins,
comment ils doivent se comporter lors des élections prochaines. Nous avons vu le cas du Kenya, un cas typique d'un pays qui a eu des violences post-conflit, des violences après les élections. Nous aussi, en 2016, nous allons capitaliser les leçons des élections de 2011 pour essayer d'améliorer. Les experts de la CENI sont nombreux. Mais partant de l'histoire, au Congo-Kinshasa, il nous faut un effort. Qui sait bien exposer les matières. Le problème dans notre pays, ce ne sont pas ces exposés théoriques. Ouais, sinon, sur le plan théorique, le président a donné une matière importante qui est profitable à tous les participants ici. Pour réussir les élections justes, démocratiques et apaisées, nous devrions tous nous impliquer pour les matérialiser dans un élan de transparence dont les jalons se font montre chemin faisant. D'autre part, le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, a eu des séances de travail d'abord avec le ministre provincial de Finances de la République démocratique du Congo, ensuite avec le fonctionnaire de l'État qui sollicite un sursis aux frais de tenue de compte salarial Africa Mujinga. La décentralisation en République démocratique du Congo, les processus en cours évoluent, mais non sans quelques écueils au niveau des provinces. Mais il va falloir que tout le monde s'implique davantage pour que cela fonctionne encore mieux jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées. Le temps est ainsi donné par le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, qui s'entretenait avec les ministres provinciaux en charge des finances de la République démocratique du Congo, se voulu optimiste, tout en reconnaissant un apprentissage difficile, mais pas impossible. Les interlocuteurs du VPM par la bouche de leur porte-parole, Christian Mwando, ministre provincial de finances du Katanga, voulait en savoir plus sur les imputations faites au crédit d'investissement, ces fonds destinés au secteur de l'agriculture, de la santé et de l'éducation et qui doivent être gérés de manière concertée entre les provinces et le gouvernement central. Chaque province a pu énumérer également les difficultés auxquelles il y a des difficultés en ce qui concerne notamment la paye des enseignants. Le vice-premier ministre a été réceptif. Il a proposé des solutions pour les secteurs qui le concernent directement et il a promis d'en parler à ses collègues pour les secteurs qui ne dépendent pas de lui. En ce moment où le gouvernement s'apprête à déposer son projet du budget pour l'exercice 2015 au Parlement, quoi de plus normal pour les argentiers provinciaux d'évaluer ensemble avec le vice-premier ministre, ministre du budget, le niveau d'exécution du protocole d'accord scellé en 2012 entre le gouvernement et le gouverneur des provinces à l'initiative du chef de l'État à Kananga concernant le crédit d'investissement octroyé à leur province. Juste après, le vice-premier ministre, ministre du budget s'est entretenu avec les fonctionnaires qui sollicitent un sursis. Les frais de tenue de compte salaires qui devront être désormais à la charge de l'agent et du fonctionnaire de l'État et non du Trésor public suscitent des inquiétudes auprès des concernés. Ces montants fixes est déduit de la rémunération du personnel de l'administration publique dont le salaire de base est égal ou supérieur à $100, mais les fonctionnaires estiment pour leur part que cette décision du gouvernement qui est entrée en vigueur à partir de la paie du mois de juillet soit momentanément suspendue. Pour l'IPER, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus, nous avons convenu que nous puissions traiter ça lors de la commission paritaire qui va examiner les cahiers des charges déposés par l'INAP auprès du gouvernement congolais. Auprès de Daniel Mukoko Samba, les syndicalistes qui avaient en tête de débrouiller pour obtenir du gouvernement qu'il mette en place une commission pour étudier cette question de gestion des comptes bancaires suite à une décision prise en commun lors d'une réunion entre les deux partis à Fatima au mois de juillet 2014 dernier, ont choisi le dialogue. Hier vendredi que s'est clôturé au CEPAS à Gombe, l'atelier des femmes de la capitale soucieuse de renforcer leurs capacités et leur professionnalisme dans les objectifs poursuivis par leurs organisations. Durant 48 heures, les échanges ont tourné autour des organisations féminines sur leur rôle et responsabilités dans la promotion des droits des femmes en République démocratique du Congo. Nathalie Massengou, Patrick Borel-Mukenzi et Damien Marou.
La plateforme de femmes de Kinshasa a réfléchi durant 2 jours dans la salle du CEPAS de la Gombe autour de 3 thèmes, à savoir le travail des organisations féminines dans la promotion et la protection des droits des femmes, la vision des organisations féminines dans le combat pour la promotion du leadership féminin et l'influence du travail des structures féminines dans la sphère nationale. La coordinatrice nationale de la cause commune, Madeleine Kalala, a appelé les femmes à changer leur mentalité et à positiver leurs actions sur le terrain. Notre souci n'est pas de doter l'espace féminin d'une structure supplémentaire, mais plutôt de susciter un espace de dialogue et de réflexion, duquel sortiraient des stratégies de nature à réellement bousculer les obstacles et amener un changement de mentalité. La représentante de la ministre du Genre en a profité pour encourager cette initiative des femmes de la cause commune. Les recommandations et rapports finaux qui viennent d'être adoptés témoignent de l'ampleur du travail que vous avez réalisé tout au long de ces 2 journées avec abnégation dans un climat de sérénité. Nous réitérons notre gratitude à Madame la coordonnatrice nationale de la cause commune et à toute son équipe pour leur dévouement. Les buts poursuivis par cet atelier a été de consulter les femmes pour redynamiser le mouvement féminin en attribuant le rôle et responsabilité à chaque membre de cette organisation pour un exercice efficace dans l'amélioration des conditions des femmes et de la communauté congolaise tout entière. Rendons-nous au salon Lubumbashi du Grand Hôtel Kinshasa où Ricardo Bakwa et Damien Maungu nous font savoir que le Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre a été installé ce samedi par le ministre des Médias, Lambert Mende. L'avènement de la télévision numérique va nous imposer une réorganisation incontournable dans le secteur de la radiodiffusion en RDC. La création de plusieurs entités s'avérera nécessaire afin de nous adapter à la nouvelle configuration. Il s'agit notamment des éditeurs de programmes, des opérateurs de multiplex et de diffusion, ainsi que des gestionnaires de sites et de diffusion. C'est cela le propos du ministre des Médias tenu à l'occasion de la présentation officielle ce samedi 13 septembre 2014 du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre. Comité dont fait partie Oscar Mbalkaïj en qualité d'expert et membre du comité de pilotage. Et nous allons mettre notre savoir-faire, notre expertise à la nation pour que la migration soit une migration heureuse. Nous allons donc quitter de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre et il y a beaucoup d'implications comme vous l'avez suivi dans le mot du ministre des Médias et c'est la tâche à laquelle nous allons nous y atteler. La tâche sera hardie vu les temps qui restent quant au passage au numérique. Mais les comités, lui, se veulent optimistes et déterminés. Pour la période de la transition qui va jusqu'en 2020, pour la deuxième phase, l'équipe est aguerrie. Vous avez suivi la semaine passée, nous avons eu une séance de travail où nous avons déjà placé les bases pour un travail à long terme. Pour mieux atteindre les objectifs lui impartis, Jean-Jacques Outoudi devra donc faire montre de beaucoup de dévouement et d'un sens élevé des disponibilités. 2 mois après avoir remporté les élections, Transparence, Justice sociale et Confédération syndicale du Congo ont constitué enfin la délégation syndicale du Conseil supérieur du portefeuille dont l'installation a eu lieu hier vendredi en présence du directeur de cabinet du ministre du portefeuille, Natacha Boumungo et Pepito Matondo. Après avoir remporté les élections du 4 juillet 2014, l'heure était à l'installation de la délégation syndicale du Conseil supérieur du portefeuille. 2 temps forts ont caractérisé cette cérémonie. D'abord, la présentation de la dite délégation, suivie par la suite d'une série de discours. Le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille a, quant à lui, évoqué les attentes de sa structure en rapport avec la nouvelle délégation. Nous croyons que ce syndicat qui vient d'être installé dans le contexte de ce processus est parfaitement informé des enjeux actuels. Alors nous souhaitons que ce syndicat soit certainement à l'écoute du personnel, parce que c'est pour cela qu'il a été élu, afin de nous faire parvenir par les mécanismes juridiques appropriés, notamment les cahiers de charges et tout ça, ce qui leur paraîtrait être nécessaire pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Consciente de la lourde tâche qui l'attend,
cette délégation ne pense pas engager un bras de fer avec son employeur. Nous sommes conscients de la lourde tâche qui nous attend. Ainsi, nous nous engageons devant vous à déployer avec la participation de tous les efforts nécessaires pour honorer et continuer les dialogues sociaux permanents. Nous ne venons pas croiser le fer avec qui que ce soit, encore moins avec l'employeur, comme certains l'ont fait croire ou seraient tentés de le croire. Au contraire, nous entendons travailler en partenariat sincère et efficace avec vous. La mission que nous ont confiée les cadres des agents du CSP est de vous accompagner dans vos lourdes responsabilités tout en canalisant leurs préoccupations afin que l'État, l'institution et les travailleurs tirent chacun profit à juste titre des activités du CSP. Ainsi, pour clôturer, un toast a été levé à l'intention de cette équipe syndicale, suivi de la prise de la photo de famille. Et nous allons terminer avec cette nouvelle, la suspension de l'organisation du 3e cycle dans certaines universités du pays par le ministre des l'UCRS fait couler beaucoup d'encre au sein d'un grand nombre d'universités de la capitale qui s'étaient déjà lancées dans ce programme. Propol Ziakaou s'est entretenu à ces propos hier vendredi avec Monseigneur Daniel Ngoïboulia, professeur et recteur de l'université protestante au Congo. Nous, en tant que membres des universités privées agréées en République démocratique du Congo, nous nous sommes réunis pour réfléchir autour de ces dossiers de la suspension des activités du 3e cycle au sein de certaines de nos institutions supérieures et universitaires. Le ministre des tutelles doit être regardant parce que ça c'est un programme assez contraignant qui doit être pris au sérieux. L'organisation doit se faire dans les normes avant de prétendre organiser ce type d'enseignement. Nous sommes en train d'y travailler durement avec le ministère afin que les choses soient clarifiées, afin que dans un prochain avenir, la suspension soit levée. Pour le moment, c'est vrai, nous acceptons la suspension, mais tout en sachant que dans un prochain avenir, il y a des décisions qui seront prises pour que ceux qui sont viables en termes d'enseignants, en termes de bibliothèques, en termes d'infrastructures, puissent continuer ce programme-là. Voilà, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Au revoir. Excellent suite de programme sur nos antennes.